La République, c'est moi! Je vous ai compris! Lyon va devenir une référence. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Parce qu'aujourd'hui, on vit côte à côte. Et je le dis toujours, moi je crains que demain, on vive face à face. On a l'impression qu'en France, il faut que les politiques soient tous habillés comme des croque-morts. Voilà maintenant 3 semaines que nous sommes engagés dans une espèce de dialogue de sourds. Je vous demande de vous arrêter. Carte électorale, une émission présentée par Jean-Baptiste Cocagne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carte électorale, l'émission politique de RCF Lyon, diffusée chaque samedi à 10h30 et chaque dimanche à 17h. C'est une première cette saison, mais quelque chose me dit que ça ne devrait pas être la dernière. À peine les municipales terminées que le personnel politique a déjà en ligne de mire l'élection présidentielle de l'an prochain. De nombreux candidats se sont déjà déclarés, beaucoup d'appelés, peu d'élus pour cette élection suprême de la 5e République en France. Et aujourd'hui, nous recevons l'un de ces candidats, le député de la Somme, François Ruffin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation, prendre le temps de passer dans nos studios. Nous vous avons invité car vous lancez ce week-end votre campagne présidentielle à Lyon avec un meeting samedi après-midi place Louis Pradel. Un meeting que vous avez pensé comme un entretien d'embauche public où vous candidatez à la présidence de la République. Pourquoi déjà avoir choisi un tel dispositif, l'entretien d'embauche en plein air ? Parce que j'ai vu passer une petite annonce qui disait « République cherche président, CDD de 5 ans, homme ou femme, logé, nourri, même les déplacements compris ». Salaire à auto-fixer et ça me paraissait intéressant. Je pense que je coche un certain nombre de cases dans mon CV qui feront de moi un bon président de la République l'année prochaine. On va y revenir, mais ça va prendre quelle forme exactement cet entretien d'embauche ? Il y a des salariés puisque c'est sur la question du travail, donc il y a des travailleurs qui seront là et donc il y aura une personne qui est infirmière à l'hôpital, il y a un ouvrier d'une fonderie, enfin bref, il y a une série de personnes qui vont venir m'interpeller, notamment sur la question du travail, mais pas seulement. François Ruffin ne vous a pas présenté, vous êtes journaliste, réalisateur de documentaires, vous êtes surtout député de la première circonscription de la Somme depuis 2017, réélu en 2022 et 2024. Après avoir siégé dans le groupe parlementaire de la France Insoumise sans avoir jamais eu la carte du mouvement, vous avez pris vos distances avec Jean-Luc Mélenchon pour siéger aujourd'hui dans le groupe parlementaire écologiste et social. Vous êtes donc candidat à la primaire de la gauche, pas candidat directement à l'élection. Elle aura lieu le 11 octobre prochain, cette primaire, avec le mouvement que vous avez lancé, Debout. Un mouvement lancé d'abord en Picardie, chez vous, en 2017, et vous en êtes toujours le président. Alors, le principe de cette émission, François Ruffin, c'est de commencer par la question Rewind. C'est un retour sur un fait politique de la semaine écoulée, et c'est la première séquence de Carte électorale. Mardi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une aide financière destinée aux gros rouleurs afin de faire face à la hausse du prix de l'essence suite à la crise au Moyen-Orient. Une aide de 20 centimes par litre en moyenne pour 3 millions de Français, travailleurs utilisant leur voiture pour se rendre à leur travail situé à plus de 15 km de leur domicile. Pour vous, François Ruffin, c'est un pansement sur une jambe de bois, c'est une nouvelle usine à gaz administrative ou c'est un vrai coup de pouce ? D'abord, on comprend bien la difficulté des Français, c'est tout qui est pénalisé quand l'énergie devient chère. C'est les déplacements pour le travail, mais c'est aussi pour les activités du samedi, pour les bénévoles dans les clubs de foot. C'est à peu près la société qui est ralentie, qui est pour certains mise à l'arrêt à cause de cette hausse-là du prix de l'essence. Donc oui, il faut que le gouvernement se bouge. Maintenant, ça recommence. Ça recommence avec, vous savez, la chanson de Gainsbourg, des chèques, des petits chèques partout. Voilà, c'est ça qu'on a aujourd'hui, c'est ça qu'on a déjà eu pendant l'arrivée de la guerre en Ukraine. Donc on recommence à faire des petits chèques avec des critères. Et puis il faudra remplir des formulaires sur des plateformes. Bon, pourquoi ? Parce que le gouvernement refuse de prendre de vraies mesures, des mesures de fond, des mesures de régulation du marché, en l'occurrence de régulation du marché de l'énergie. Et je voudrais vous mettre 3 mesures qui, pour moi, sont à installer de manière pérenne et qui fonctionneront sur le marché de l'énergie, mais aussi sur le marché de l'alimentation, parce qu'il ne faut pas rêver. Là, on va avoir une inflation qui va revenir et qui ne va pas se cantonner à la pompe à essence. La première mesure,
Elle a existé jusqu'en 1986 en France. On l'a eu pendant toute l'après-guerre, pendant les 30 glorieuses. Ça a assuré notre prospérité. C'est quoi? C'est le contrôle des prix et des marges. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez, les pétroliers en France aujourd'hui font 11 millions d'euros par jour de surmarge, de surprofit grâce à la guerre en Iran. Il y a des profiteurs de cette guerre. Et donc, il y a un instrument qui a existé pour atténuer ou éliminer ça. Ça a été jusqu'en 1986, le contrôle des prix et des marges. On rétablit ça. Deuxième chose, parce que l'État aussi fait du profit, c'est la taxe sur les produits l'essence est chère en France parce voilà. que c'est surtout une histoire de taxes et d'impôts sur l'essence. Il y a 11 millions d'euros par jour de surprofit pour les pétroliers. Il y a 10 à 12 millions d'euros, à peu près pareil, pour l'État de surtaxe. Qu'est-ce qu'on fait? Ça avait été institué par Lionel Jospin et là encore enlevé par Jacques Chirac, mais cette fois en 2002, c'est la TIPP flottante, la taxe intérieure sur les produits pétroliers flottants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix du gasoil monte, cette taxe-là, elle descend. Quand le prix du gasoil descend, cette taxe-là, elle monte de manière à lisser les prix du pétrole. Et enfin, la troisième mesure que je souhaite voir rétablie dans la durée, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Pendant les années de crise Covid, on sait que les salariés ont perdu 3 à 4% de pouvoir d'achat. Ça va recommencer? Il va y avoir à nouveau une perte du pouvoir d'achat. On va venir gratter là-dessus, pendant que de l'autre côté, vous allez voir paraître le classement de 500 fortunes. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc voilà des instruments. Mais en fait, ce que je décris là, c'est un grand choix de société que nous avons à faire. Et j'espère que ce sera le choix qui sera effectué l'année prochaine. C'est dans quelle mesure on laisse faire le marché ou dans quelle mesure on régule le marché. Est-ce que cette crise liée à une situation au Moyen-Orient, un coup de tête de Trump qui décide de lancer une guerre avec l'Iran, est-ce que c'est pas aussi montrer qu'on est encore très très dépendant des énergies fossiles et que ça nous pénalise aujourd'hui dans ce genre de situation? Et aujourd'hui, tout est aligné pour sortir des énergies fossiles qui sont des énergies faciles, comme je le réclame, comme nous le réclamons depuis des années maintenant. La première chose, c'est la facture des Français. Ils voient qu'ils ont à payer à la pompe à essence, mais heureusement, ça arrive, il fait beau dehors, là, il fait même chaud. Il ne va pas y avoir à acheter du fioul ou du gaz pour se chauffer. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment la planète, puisque tout ça, les énergies fossiles, ce sont des gaz à effet de serre. La troisième chose, c'est la souveraineté nationale, notre dépendance à l'égard de la Russie, de l'Arabie Saoudite, des États-Unis, de l'Algérie. Et enfin, la quatrième chose, c'est le déficit commercial. Parce qu'on a 40 milliards d'euros par an de déficit commercial sur l'énergie, sur le gaz et le pétrole. Et en vérité, dans une année comme celle-ci, dans une année comme la guerre en Ukraine, ça double. On est à 80 milliards d'euros par an de déficit commercial. Mais le chèque essence, ça montre pas une forme d'impuissance de l'État? Et tout à fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut rétablir des instruments de régulation dans la durée en urgence. Et ensuite, la politique à mener, c'est une politique de sortie des énergies fossiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une politique d'électrification des usages, puisqu'on sait que notre électricité en France, elle est décarbonée. Et ça veut dire quoi? Sur 3 points. Premier point, sur le logement, ça veut dire pour beaucoup le passage aux pompes à chaleur. Ça veut dire sur la voiture, pour beaucoup le passage à la voiture électrique ou à la voiture à hydrogène. Et enfin, ça veut dire pour l'industrie, qu'on aide l'industrie à sortir du gaz et qu'on la fasse passer à d'autres usages. Et éventuellement, le quatrième point, il y aurait à aider les agriculteurs à sortir des engrais qui sont là aussi des importations de produits pétroliers. Ce week-end, dimanche précisément, cela fera 40 ans qu'il y aura eu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cette énergie décarbonée, elle passe par le nucléaire pour l'électricité en France? Elle passe par le nucléaire et par les énergies renouvelables. Compte tenu du volume d'énergie que nous avons à produire pour sortir des énergies fossiles, on ne peut pas dire aux gens, on va à la fois sortir du pétrole et du gaz, et en même temps, on va sortir l'énergie nucléaire. Maintenant, je voudrais mettre un point d'alerte. Vous avez cité Tchernobyl, il faut citer Fukushima aussi. Il faut dire que, en effet, l'énergie du nucléaire comporte un risque, et un risque qui est important. C'est une raison de plus pour qu'on ait un nucléaire qui soit 100% public. Aujourd'hui, c'est sur les 160 000 travailleurs du nucléaire, vous en avez une large majorité qui sont en vérité des sous-traitants, des sous-sous-traitants. Vous avez des intérimaires à l'intérieur et je pense que c'est très mauvais pour leur sécurité à eux. C'est bien souvent à eux qu'on fait faire les plus sales boulots et on va pas mesurer si ça a des conséquences sur leur santé. C'est ce qu'on appelle les nomades du nucléaire. Et ça aussi, c'est la sûreté nucléaire pour la nation aussi qui peut être mise en danger parce qu'on fait intervenir des gens sur les sites qu'on a beaucoup moins contrôlés que quand ce sont des agents publics. Donc un nucléaire sûr, c'est un nucléaire public aussi et voilà à quoi il nous faut œuvrer.
On vous entend vous emparer de cette question du travail. Le travail, ce sera justement le thème au cœur de votre meeting de campagne, François Ruffin, à Lyon, ce samedi après-midi. On va justement en parler. Entretien d'embauche en plein air, place Louis Pradel en face de l'hôtel de ville à Lyon. Motivation totale, disponibilité immédiate, salaire demandé SMIC. Pourquoi être candidat aujourd'hui à la présidence de la République, François Ruffin ? Alors, j'ai un certain nombre de problèmes sur mon CV qu'on m'a signalé. Je ne suis pas passé par Sciences Po, ni par l'ENA. Je n'ai pas reçu de mallette de la Libye. Je n'ai pas siégé à Bercy. Bon, je voudrais signaler des choses qui, dans mon parcours, peuvent intéresser les Français. Il faut écrire un livre, hein, c'est la mode en ce moment. J'en ai écrit une vingtaine. Enfin, un livre sur vous et votre parcours. Bon, je vais vous le faire en bref, comme ça vous éviterez cette lecture. Premièrement, vous le savez, ça fait 25 ans que j'écoute les Français. Comme reporter d'abord, pour mon petit journal Fakir, pour la radio, pour mes films. Et je prends des notes dans mes cahiers. Ça fait 25 ans que je réfléchis à comment on peut améliorer la vie des Français et la vie du pays. C'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, j'étais petit entrepreneur, moi. Hein. J'ai lancé ma boutique, j'ai lancé mon média, mon petit journal dans mon coin à Amiens, avec un petit budget, mon livret A au départ. Ça a terminé avec 7 salariés. Et pendant mes plus de 20 années de gestion, je n'ai pas eu une seule année de déficit. Il me semble que c'est important pour le pays aujourd'hui. Et enfin, bien sûr, je me suis, pendant ce temps-là, affronté aux puissances de l'argent, à Bernard Arnault, à Bernard Squarcini, le premier flic de France, et jamais nous n'avons lâché, jamais nous n'avons plié. Vous faites référence à votre film, notamment Merci Patron, voilà. vous aviez été espionné, Bernard Squarcini avait été condamné dans cette affaire. Dans le temps présent, nous avons besoin de personnes qui ne plient pas, ne lâchent pas, et ont du tempérament et du caractère. Il faut un entrepreneur aujourd'hui à l'Élysée ? Franchement, je pense qu'il faut profondément un politique aujourd'hui à l'Élysée, malgré tout ce qui est dit de mal du personnel politique. Ça veut dire quelqu'un qui est capable d'entendre les gens, de peser le pour et le contre, les différents secteurs de la société. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous voyez, on est dans un temps où la France est profondément fracturée. On sent les tensions qui sont à l'œuvre dans la société, les tensions sociales, les tensions raciales, les tensions territoriales, tout ça, et avec une immense masse de ressentiment. On est dans une société qui a été mise à l'épreuve par la crise Covid, qui a été un choc psychologique, l'enfermement, puis on vous déconfine, on vous reconfine. Ça a été suivi de la guerre en Ukraine, et maintenant vous avez à nouveau une nouvelle guerre qui pèse aussi sur le porte-monnaie des Français. On est dans un pays qui va pas bien. Il y a deux choix dans ce temps-là. Soit on vient à nouveau élargir la fracture, soit on pense qu'il faut quelque part une thérapie de la République et qu'il s'agit de réparer ça. Je pense qu'on est dans un temps de réparation et ça passe par des gens qui sont capables d'entendre les gens et de les écouter, de les soigner quelque part et de soigner le pays. Et je sais qu'on passe après qui ? On passe après un homme qui a mis à mal le pays, qui a mis à mal la République. Quand Emmanuel Macron fait à la sortie de toutes ces crises la réforme des retraites pour la repousser de 2 ans et la passer à 64 ans, le principal reproche que je lui fais, c'est évidemment j'ai un reproche social, j'ai une série de reproches comme ça, mais c'est un reproche sur l'unité de la nation. Dans ce temps-là, le devoir d'un chef de l'État, c'est de trouver ce qui va pouvoir rassembler les Français, ce qui va pouvoir les porter vers un horizon commun. Peut-être que vous aviez chez vos grands-parents, moi c'était chez les miens, dans une assiette en porcelaine, cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Bien, il me semble que ce qui est vrai pour un couple, à savoir que si jamais on n'a pas un projet commun, si c'est pas pour partir en vacances ensemble, pour avoir des enfants ensemble, pour acheter un pavillon ensemble, pour faire quelque chose ensemble, vite, la jalousie s'installe, des querelles, et c'est pareil pour une nation. Si une nation elle n'est pas portée vers un projet commun, or aujourd'hui on a des défis à affronter. On a le défi productif. Pas de grand pays sans grande industrie, sans grande agriculture. On a le défi démographique. Sur la question du travail, François Ruffin, vous dénoncez un monde avec des symptômes, burn-out, licenciement pour inaptitude. Vous dénoncez un immense plan social déguisé avec ses arrêts maladie. Vous parlez d'un immense gâchis. Comment l'éviter finalement dans la société qui est la nôtre aujourd'hui et dans ce monde du travail que vous estimez malade ? Alors, le gâchis est tellement gigantesque que je vais juste vous prendre un point. Pendant la grève sur les retraites, j'entendais les gens à la porte des usines ou dans les hôpitaux finalement moins parler de ce 2 années en plus que de leurs difficultés aujourd'hui dans le travail, de comment ils aiment leur métier, mais comment ils n'aiment pas qu'on leur fait faire leur métier. Et ils parlaient des inaptitudes, que ça se multipliait dans leur boîte. Je me suis dit, je vais aller voir.
Donc, il n'y a pas de statistiques publiques à l'époque. Donc, je deviens rapporteur du plan de financement de la sécurité sociale et je demande au ministère du Travail combien il y a d'inaptitudes, de licenciements pour inaptitude dans notre pays. On le précise aux auditeurs, donc inaptitude, c'est un médecin du travail qui à un moment dit ce salarié ne peut plus effectuer son travail, c'est une inaptitude. Voilà. Eh bien, on en était à l'époque à un peu plus de 100 000, 104 000 il me semble, on en est aujourd'hui à 143 000. 143 000 personnes qui chaque année sont broyées, soit physiquement, soit psychiquement. Et le ministère du Travail me dit mais c'est stable. Je regarde, sous-entendu c'est pas si grave que ça. Bon, je regarde en 10 ans, ça a plus que doublé. Mais maintenant, comment ça a améliorer triplé. tout ça? D'abord, il y a un principe simple à mettre en œuvre. Broyeur-payeur. Comme il y a pollueur-payeur, comme il devrait y avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, parce qu'en vérité, c'est les burn-out, ce sont les troubles psychiques qui ont le plus explosé ces dernières années. Une entreprise qui broie en série ses salariés, où il est repéré qu'il y a des burn-out en série, eh bien, c'est à elle de payer. Or, aujourd'hui, quand il y a du burn-out, il y a une quasi-impossibilité pour le salarié pour se faire reconnaître en maladie professionnelle. Et du coup, ça produit quoi? Ça produit que la personne qui va pas bien, qui doit sortir de son travail, c'est la sécurité sociale qui paye, ce sont les cotisations chômage qui payent, c'est l'État, c'est la collectivité, c'est la collectivité qui paye, générale. et l'entreprise n'a absolument rien à payer. Ça a deux effets. Ça n'a pas de conséquences sur sa comptabilité, et ça a des conséquences sur la nôtre, ça c'est la première chose, mais c'est un deuxième effet. C'est si vous avez rien à payer, pourquoi vous préviendriez ça? Pourquoi ça serait un problème pour vous? Et il me semble que ce que je raconte là sur les inaptitudes est le symptôme, en fait, d'une économie qui, depuis 40 ans, considère le travail non pas comme un atout, mais comme un coût à diminuer, à écraser, et qui écrase les travailleurs eux-mêmes. Et qui produit un gigantesque gâchis. C'est un gâchis là-dessus, mais c'est un gâchis sur les jeunes, par exemple, qui entrent sur le marché du travail. Je vous raconte une autre anecdote. J'interroge, là, il y a une dizaine de jours, un formateur de la CAF, de la Caisse d'allocation familiale, qui forme les nouveaux entrants. Il me dit, voilà, je forme des gens, il me faut 1 mois et demi pour qu'ils puissent maîtriser les dossiers, comprendre comment ça marche et tout ça. Et en moyenne, le temps de CDD à la CAF, c'est 4 mois et demi. Vous voyez l'immense gâchis de ce roulement? C'est un immense gâchis pour les salariés eux-mêmes qui ne peuvent pas s'installer dans la vie, qui ne peuvent pas prendre un crédit, construire une maison, se projeter vers l'avenir. Mais c'est un immense gâchis parce qu'à peine on a formé les gens qu'on les fait sortir de là. Et en fait, vous proposez également un statut des travailleurs et travailleuses essentiels. Et là, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Il y a une limitation du recours au CDD ou à l'intérim. On a des usines où on a des intérimaires permanents. Normalement, c'est là pour un surcroît d'activité. Un mot sur votre positionnement politique, François Ruffin. Schématiquement, après avoir été pendant des décennies une valeur de la gauche avec la défense des ouvriers et des travailleurs, on a l'impression qu'il y a eu une bascule sur la valeur travail, comme on dit aujourd'hui, avec la campagne présidentielle victorieuse de Nicolas Sarkozy en 2007, son fameux « travailler plus pour gagner plus ». Maintenant, on peut avoir parfois l'impression que cette valeur travail, elle est aujourd'hui associée au camp de la droite. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ce constat? Est-ce que vous voulez inverser ce constat-là? En tout cas, ceux qui en parlent le plus sont ceux qui le font le moins. Ceux qui parlent de la valeur du travail sont en vérité ceux qui le dévalorisent depuis 40 ans maintenant. Et ce que je raconte sur l'insertion des CDD, des stages, des CDD de chantier, des CDI intérimaires, enfin, on a une multiplication de cette forme de ces contrats-là. On a en vérité des dirigeants politiques qui se sont mis au service purement des dirigeants économiques, des patrons, et qui ont décidé de fluidifier le marché du travail, de le rendre plus liquide. Mais je pose la question autrement, est-ce que la gauche doit reconquérir le travail? Oui. Il n'y a pas de doute. Je pense que de la même manière que dans l'après-guerre, le Parti communiste avait héroïsé le métallo, avait héroïsé le mineur de fond parce que c'était eux qui reconstruisent le pays. Aujourd'hui, nous avons un devoir d'héroïsation d'un certain nombre de métiers. Les auxiliaires de vie, les assistantes maternelles, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, qui sont celles qui, au fond, tiennent le pays debout par les liens qu'elles construisent. Et normalement, la crise Covid aurait dû nous servir à ça. La crise Covid, on a vu qui étaient les plus essentiels de notre pays, qui étaient les invisibles, qui d'un seul coup devenaient visibles parce que c'était les seuls dont on exigeait qu'elles continuent à travailler. Et à cette époque, il y avait eu des promesses, y compris du président de la République, qui disait
il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et bien là, il n'y a eu ni reconnaissance ni rémunération, et au contraire, ce sont les plus utiles au pays qui ont les salaires les plus dévalorisés, qui sont les points plus écrasés, les moins respectés. Un mot sur lequel j'aimerais vous faire réagir, François Ruffin. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a officialisé il y a 10 jours la régularisation de près de 500 000 étrangers en situation irrégulière sur le territoire espagnol. Il justifie cette initiative par le vieillissement démographique du pays, comme en France, ainsi que par les besoins croissants de l'économie espagnole, comme en France, si j'ose dire. Est-ce que c'est une bonne idée à dupliquer chez nous ? Je veux vous dire quelle est ma position sur ça. Elle est double. Tous ceux qui sont aujourd'hui en France doivent pouvoir travailler, doivent pouvoir contribuer à l'économie française, doivent pouvoir être utiles dans les usines, dans les hôpitaux, dans les restaurants, partout où il y a aujourd'hui des besoins, oui. Mais je suis en revanche tout à fait hostile à une immigration pour le travail. À une immigration qu'on ferait venir aujourd'hui sur les services, pour les restaurants, pour devenir auxiliaire de vie, qu'on irait chercher, comme je l'entends, des demandes du patronat des services, qu'on irait chercher dans l'Afrique subsaharienne pour ces métiers-là, et qu'on ferait finalement pour les services la même logique que ce qu'on avait mis en place dans l'après-guerre pour les mines ou pour aller travailler chez Renault. Donc, ok pour ceux qui sont déjà là, mais ne pas aller les chercher à l'étranger. Tout à fait. Et ceux qui sont là, c'est un gâchis. C'est un gâchis productif de ne pas leur permettre de travailler demain, enfin aujourd'hui, puisque nous sommes diffusés ce samedi matin, ou hier, puisqu'on est aussi diffusé le dimanche. Il y aura Abou Sangaré qui viendra témoigner, qui est l'acteur amateur, mais qui joue dans l'histoire de Souleymane. Il a fallu se bagarrer. Donc l'histoire d'un livreur à vélo pour de la restauration. Il a fallu qu'il se bagarre pour qu'il puisse finalement avoir un titre de séjour qui lui permette de travailler là comme cariste ou comme garagiste, ça dépend. Et surtout, il s'ouvre à lui la possibilité d'une carrière d'acteur, d'une carrière internationale. Il est demandé en Europe, il est même demandé aux États-Unis, mais il a un titre de séjour qui lui interdit ça. Je pense que c'est un gâchis. Je pense que c'est un gâchis pour lui, évidemment, mais c'est un gâchis pour notre pays, parce que c'est notre image, notre bonne image qui pourrait répandre auprès du monde et de l'Europe. François Ruffin est notre invité dans Carte électorale. On arrive sur la fin de cette émission, et la troisième séquence dans notre émission, c'est toujours la même, c'est le questionnaire de personnalité de l'émission. Je vous explique le concept. 5 questions posées exactement dans les mêmes termes à chaque invité qui défile au micro de Carte électorale. Première question, quel est le sujet d'actualité dont on ne parle pas assez selon vous ? Écoutez, comme je suis à votre radio ce vendredi après-midi, je veux dire la vérité aux auditeurs, je ne peux pas être en même temps à la cérémonie de commémoration du génocide arménien qui se déroulait il y a 111 ans maintenant, où il y a plus d'1 million de personnes, vraisemblablement, qui ont été tuées par les Turcs. Donc, voilà, je souhaite rendre hommage, et évidemment, en parlant de ça, je souhaite parler des génocides qui se déroulent au présent, des génocides reconnus au Soudan, des génocides qui sont reconnus aussi pour les Rohingyas, et du génocide qui a été mis en lumière par Francesca Albanese concernant les Palestiniens à Gaza. Quelle est la plus grande découverte faite grâce à votre parcours politique ? Je crois que c'est presque de l'ordre de la fonction spirituelle. C'est-à-dire que finalement, vous savez, vous êtes député et député de l'opposition. Ce que vous avez pour faire changer les choses pour de vrai, dans le porte-monnaie des gens, c'est marginal en général. Je le regrette. J'espère que demain, je fais tout pour que demain, nous ayons le pouvoir, nous présidents, et que nous puissions changer les choses pour de vrai. Mais en revanche, il y a comme une fonction spirituelle, et là, c'est le rôle de la parole. C'est en parlant. Animer, c'est un verbe que j'aime beaucoup, ça veut dire réveiller les âmes. Donc, et on sait à quel point aujourd'hui on a un pays qui est pris par la résignation, l'abattement, le découragement, et parfois une voix permet de réveiller. C'est exprimer pour les gens qui auraient du mal à le faire. Exprimer, ça veut dire pousser dehors, et qui se reconnaissent dans ce que vous dites, et que rien que ça lui fasse du bien. Et c'est presque, j'en parlais tout à l'heure, en des thérapeutes de la République, mais il y a un rôle de réparation de la parole aussi, quand c'est une parole officielle, une parole qui est prononcée depuis l'hémicycle, une parole qui apparaît comme celui d'un élu, donc un peu plus institutionnel, et qui vient reconnaître les invisibles, qui vient reconnaître les plus fragiles, et qui vient de leur donner une valeur dans sa parole.
La politique comme un supplément d'âme ? Oui, je suis persuadé qu'il y a une fonction évidemment spirituelle. C'est par la politique qu'on fait communauté. Et on fait pas communauté seulement avec le porte-monnaie, seulement avec le PIB. On fait communauté parce que on a de la culture en commun, qu'on a de l'esprit en commun pour l'essentiel. Avec le recul, quelle est la décision politique que vous regrettez aujourd'hui ? Malheureusement, j'ai été amené à prendre peu de décisions politiques, comme je vous l'ai dit, n'ayant pas été dans un ministère ou à l'Élysée. Mais peut-être des prises de position plutôt que des décisions. J'en ai plusieurs. Et chaque fois que je fais une prise de position que, a posteriori, vous savez, en parlant à un micro, on vous fait remarquer, vous dites oui, c'est pas juste, je le corrige le plus vite possible en faisant mon mea culpa. J'ai fait par exemple une prise de position sur le changement de genre. Où j'ai dit que j'étais très réservé sur cette question, que j'y étais plutôt hostile, et ainsi de suite. Et ensuite, interpellé, j'ai fait ce que je sais faire, c'est-à-dire du reportage. Je suis allé dans des centres d'accueil pour personnes transgenres. Je suis allé à l'hôpital d'Amiens, qui a un service pour les personnes transgenres de médecine légale et aussi pour les personnes qui veulent changer, pas seulement de genre, mais changer de sexe. Et j'ai vu à quel point c'était pas une mode. C'était pas un caprice, mais c'était bel et bien une souffrance qui était ressentie, un besoin d'alignement avec ce qu'on ressent profondément en soi. Or, comme notre objectif, c'est de permettre le bonheur pour tous, du moins de lever les obstacles au bonheur. Je pense que parfois l'assignation de genre est un obstacle au bonheur. Et par exemple, en l'occurrence, je suis revenu sur cette position que j'avais pu avoir. Avant-dernière question, quel est votre rapport avec la religion ? On vous la pose parce que vous êtes sur une antenne chrétienne. Je suis passé par un lycée chrétien, où j'ai un rapport ambivalent, puisque d'un côté, je suis la première personne de ma famille à ne pas avoir fait ma première communion, et par choix. Parce que les élèves qui m'entouraient autour de moi dans cet établissement catholique la faisaient essentiellement pour avoir une montre en or, ce qui était pour moi un motif d'écœurement. Mais pendant tout ce temps-là, j'avais en même temps un grand respect pour les jésuites qui étaient là et qui avaient décidé de dévouer leur vie à quelque chose qui était plus grand qu'eux. Et pour la petite histoire, mais vous savez peut-être que j'ai publié un livre en commun avec l'évêque d'Amiens, Monseigneur Le Borne, et qui s'ouvre évidemment sur le poème de Louis Aragon pendant la Résistance, sur celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Que ferez-vous après la politique ? C'est la dernière question. J'ai deux options et je suis encore hésitant. J'espère que j'ai un peu de temps encore avant ça. La première, c'est évidemment de reprendre mon métier, c'est-à-dire de me mettre à votre place et de redevenir journaliste, reporter et peut-être reporter à l'international parce que j'ai fait beaucoup de choses pendant mes 20 années de journalisme, beaucoup de reportages sociaux. J'ai vu la France dans tous les sens, mais peut-être aller davantage en dehors ce que j'ai peu fait, c'est la première chose. Ou alors la deuxième chose à laquelle je réfléchis, c'est de devenir instituteur. J'aime beaucoup les enfants, j'ai beaucoup aimé avoir des enfants. Malheureusement, et tant mieux, ils sont devenus grands et peut-être que ce sera ce choix-là. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été au micro de Carte électorale aujourd'hui. On verra donc s'il y aura un quinquennat au milieu de tout ça avant de devenir instituteur ou de redevenir journaliste. C'est l'occasion de redire ici le pourquoi de votre invitation aujourd'hui dans cette émission. C'est votre meeting pour la campagne présidentielle que vous ouvrez à Lyon. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche en plein air. Ça se passe place Louis Pradel ce samedi à 16h. Et j'espère que les Lyonnais ne seront pas trop sévères avec moi. Et je précise également que vous êtes candidat à la primaire de la gauche. On n'aura pas eu le temps d'en parler, mais ce sera l'occasion de vous renouveler l'invitation. Merci d'avoir été avec nous. À la réalisation technique, on remercie Benoît Lotte aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Carte électorale. Un grand merci à vous.